Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour lutter contre les déserts médicaux, une proposition de loi est examinée en ce moment à l'Assemblée. Texte défendu par un groupe d'élus de gauche et de droite, de LR à LFI. Principale mesure pour les jeunes médecins, l'interdiction de s'installer dans les régions où les généralistes sont déjà assez nombreux. Cette potentielle réforme n'est pas soutenue par le gouvernement. Les syndicats de médecins y sont fermement opposés. Cela fait une vingtaine d'années que l'on parle de restreindre la liberté d'installation des médecins pour mieux les répartir sur le territoire, mais cela n'a pas été fait jusqu'ici. Pourquoi cette mesure est-elle aujourd'hui défendue par les députés et sera-t-elle cette fois-ci appliquée? Réponse avec Véronique Hunsinger, journaliste santé au Parisien. Véronique Hunsinger, dans la nuit du jeudi 3 avril, l'Assemblée adopte un article de loi qui concerne les médecins. Que prévoit ce texte? Les futurs médecins ne pourront pas s'installer en plus des médecins déjà installés là où on considère qu'ils sont en nombre suffisant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront plus s'installer, mais il faudra à ce moment-là qu'ils reprennent le cabinet d'un confrère ou d'une consoeur qui part, soit qui déménage, soit le plus souvent qui part en retraite tout simplement. Alors on va voir dans ce podcast que cela fait plus de 15 ans qu'il est question de restreindre la liberté d'installation des médecins généralistes et que finalement ça n'est pas fait. D'abord, Véronique Hunsinger, à partir de quel moment on considère qu'on est dans un désert médical? Les agences régionales de santé décident que certaines zones sont en désert médical au terme d'un très savant calcul qui combine tout un tas d'indicateurs, l'âge des médecins, le temps de trajet pour y accéder, l'âge de la population, la part de malades chroniques. Enfin voilà, c'est toute une espèce d'algorithme au terme duquel on décide qu'un endroit est un désert médical. Et au bout du compte, ça représente quelle proportion de la surface de la France? Alors les déserts médicaux ont grignoté de plus en plus du territoire en 20 ans, au point qu'aujourd'hui c'est 87% du territoire métropolitain qui est considéré comme un désert médical. D'un mot, les généralistes, ils ont un rôle clé pour la santé des Français. Il y a énormément de consultations chaque jour de la semaine chez les généralistes. Tous les jours, il y a 1 million de Français qui franchissent les cabinets des médecins généralistes. Et leur rôle est très important parce que c'est eux qui sont chargés de la coordination des soins notamment, en particulier pour les malades chroniques qui voient toute une série de spécialistes qui sont soignés à l'hôpital. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a effectivement 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, mais il y a surtout 600 000 malades chroniques qui n'ont pas de médecin traitant. Et pour eux, c'est vraiment un problème très important. Vous le disiez, 87% du territoire, on sait où sont ces déserts médicaux? Alors au départ, c'était surtout les territoires ruraux, un certain nombre de départements de ce qu'on appelle en France un peu la diagonale du vide, également les banlieues des grandes villes où les médecins ne voulaient plus s'installer. Mais ces zones ont tellement grignoté toute la France qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus aucun endroit qui est épargné. Sont encore épargnées les très grandes villes, Paris et encore. Les grandes métropoles régionales sont épargnées, le pourtour méditerranéen, une partie du pourtour atlantique. Mais de fait, quasiment toute la France aujourd'hui est considérée comme insuffisamment dotée en médecins généralistes. Les médecins généralistes sont libres de s'installer où ils le souhaitent. Dans leur esprit, c'est même au cœur de leur statut, c'est ça? Oui, tout à fait, puisque un médecin libéral n'est pas salarié, ni de l'État, ni de l'assurance maladie, ni d'un hôpital. En fait, il est à la tête d'une petite entreprise. Il doit investir d'ailleurs pour cette entreprise, trouver des locaux, financer le matériel. Donc c'est aussi pour ça que les médecins libéraux sont très attachés à leur liberté, notamment la liberté d'installation, qu'ils considèrent aussi comme une contrepartie du fait qu'ils sont des entrepreneurs en fait. Véronique Hunsinger, c'est à partir de 2002 que l'on commence à s'inquiéter de la baisse du nombre des médecins en France. Oui, tout à fait. Pendant des dizaines d'années, on a pensé qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait même trop de médecins en France. Et en 2002, c'est le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, qui commande un rapport au doyen de la faculté de médecine de Marseille, le professeur Yvon Berléand. Et il se rend compte qu'effectivement, en 2002, il y a largement assez de médecins, mais qu'on est au bord d'une bascule puisqu'on a formé très peu d'étudiants dans les précédentes décennies. Et ce qui est montré du doigt à ce moment-là, c'est le nombre de médecins qui est formé chaque année, le fameux numerus clausus.
Tout à fait. Alors le numerus clausus, il a été créé en 1971. C'était Simone Veil qui était ministre de la Santé à l'époque. L'idée, c'était de réguler un petit peu le nombre de médecins dont on estimait qu'ils étaient en surnombre. Donc à l'époque, on fixait par convention qu'on allait limiter le nombre d'étudiants en deuxième année de médecine à 8000 à peu près. Les années suivantes, on est allé de plus en plus loin dans la diminution du nombre d'étudiants. Vraiment, le creux, ça a été le plan Juppé en 1995. Là, on est descendu à 3500 étudiants en médecine chaque année, ce qui était très très peu. Et pire que ça, même le plan Juppé a incité les médecins en activité à partir en retraite de façon prématurée. Donc on leur donnait à l'époque plusieurs centaines de milliers de francs pour qu'ils arrêtent de travailler dès 57-58 ans. En 2006, le ministre de la Santé Xavier Bertrand présente un premier plan pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, tout à fait. Donc c'est le fameux rapport de 2002 qu'il retrouve sur son bureau. Et puis il y a aussi des remontées de terrain. Xavier Bertrand aime bien aller dans les cabinets de médecins, il aime bien aller dans les zones rurales. Et il se rend compte qu'il y a un problème qui est en train de se dessiner. Il commande aussi à ses services des remontées chiffrées. Et c'est à cette époque qu'on se rend compte que 12% des communes françaises commencent à être en manque de médecins généralistes. Alors, qu'est-ce qui est décidé ? Alors, qu'est-ce qui est décidé ? Il lance un grand plan sur la démographie médicale. Là, il n'est absolument pas question de contraintes à cette époque-là. La première mesure tout à fait de bon sens, c'est de réaugmenter le nombre d'étudiants en médecine. On passe à peu près à 6000 étudiants par an, donc on double par rapport à 10 ans auparavant. Et puis, l'idée de Xavier Bertrand, c'est vraiment d'inciter les médecins à aller dans les campagnes, parce que c'est là qu'on avait identifié le problème. Et on les incite essentiellement de manière financière. Donc, une des premières mesures, c'est que les médecins dans ce qu'on identifie à cette époque-là comme les zones désertiques bénéficient d'une espèce de petite prime de 20% d'honoraires en plus pour travailler dans ces zones-là. L'année suivante, en 2007, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit pour la première fois une restriction de la liberté d'installation dans les zones où il y a déjà beaucoup de médecins. Oui, tout à fait. Alors 2007, changement de quinquennat, c'est Nicolas Sarkozy qui est président de la République et Roselyne Bachelot, ministre de la Santé. Et on change un peu de doctrine. Donc pour la toute première fois, effectivement, un article du budget de la Sécu pour l'année suivante met sur la table l'idée que les médecins ne puissent plus s'installer là où on considère qu'il y en a déjà suffisamment. Donc c'est exactement la même idée qui est aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Et donc que se passe-t-il à ce moment-là ? Ça jette immédiatement des milliers d'internes dans la rue. Les internes, en fait, c'est ces étudiants en médecine en fin de parcours, en 3e cycle, qui travaillent à l'hôpital, qui représentent à peu près 40% de l'effectif des médecins, donc ils sont absolument indispensables à l'activité des hôpitaux. C'est un mouvement très important, les internes sont dans la rue, il y a des manifestations dans toute la France, il y a des très grosses manifestations à Paris. C'est une manifestation historique. Ça témoigne d'une grogne et d'une colère du monde médical global contre la dérive de notre système de santé qu'orchestre le gouvernement actuellement. C'est un mouvement qui recueille un très gros écho médiatique à l'époque. Suite à cette mobilisation, la mesure est abandonnée. Et dans les années qui suivent, on va régulièrement parler dans l'actualité d'une potentielle restriction de cette liberté d'installation. Oui, la restriction de la liberté d'installation devient un serpent de mer pendant une quinzaine d'années. À chaque budget de la sécurité sociale, il y a des députés, des sénateurs qui, par voie d'amendement, essayent de remettre la question sur le tapis. On en reparle encore en 2013-2014, donc là, nouveau changement de majorité. Le président de la République est François Hollande, la ministre de la Santé pendant 5 ans est Marisol Touraine. Elle défend une grande loi de réforme de la santé en 2014 et là, pareil, il y a une pluie d'amendements. Même la Commission des affaires sociales propose encore une fois de restreindre la liberté d'installation. Et ce qui est amusant, c'est que les gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite, s'opposent toujours à la restriction de la liberté d'installation et c'est plutôt le Parlement en fait qui pousse en ce sens. On sait pourquoi le gouvernement s'oppose à cette mesure ?
Alors, les syndicats de médecins ont des arguments très convaincants quand ils sont dans le bureau du ou de la ministre de la Santé. À tort ou à raison, souvent les politiques pensent que les médecins ont beaucoup d'influence sur leurs patients. Et c'est vrai que souvent les mouvements de protestation des médecins sont plutôt soutenus par la population. En 2018, la ministre de la Santé Agnès Buzyn annonce dans Le Parisien la fin du numerus clausus à partir de 2020. Emmanuel Macron avait promis cette mesure en 2017, mais les effets de cette décision ne se feront pas sentir avant très longtemps. Oui, tout à fait, parce que c'est à partir de la rentrée 2020 qu'on commence à augmenter très largement le nombre d'étudiants, mais des études qui durent 8, 9, 10, 12 ans selon certaines spécialités. Donc les effets pleins de cette mesure ne se feront pas sentir avant 2030. À vrai dire, ça ne change pas grand-chose, mais en pratique, on continue à augmenter le nombre d'étudiants en médecine. On passe à ce moment-là à 8 000, 9 000 et maintenant 10 000 étudiants formés chaque année. À partir de juillet 2022, un député socialiste, Guillaume Garot, essaie de fédérer d'autres députés autour d'une proposition de loi pour restreindre la liberté d'installation des généralistes. Oui, alors Guillaume Garot, il est député de la Mayenne, un département qui souffre depuis très longtemps et de façon assez dramatique d'un manque de médecins. Il lance un groupe de travail avec une cinquantaine de députés, alors vraiment de tous bords, à l'exception cependant du Rassemblement national. Donc ces deux députés commencent un tour de France des déserts médicaux. Ils rencontrent beaucoup d'élus locaux qui le rallient assez facilement à leur cause parce que c'est des élus locaux qui sont absolument désespérés de ne plus trouver de médecins pour leur commune. Le groupe de travail donc écrit une proposition de loi qui est co-signée, et c'est un fait absolument exceptionnel, par 250 députés, donc de tous bords, de la France insoumise à François Hollande, à la droite républicaine. Une première mouture de cette proposition de loi est examinée à l'Assemblée juste avant l'été 2023. Quelle est sa principale mesure ? L'idée de limiter les nouvelles installations de médecins dans les zones où on estime qu'il y en a déjà suffisamment. Et parmi les autres mesures de cette proposition de loi, il y en a une qui concerne les gardes. C'est une mesure qui crispe vraiment beaucoup les syndicats de médecins et les généralistes parce que les gardes n'étaient plus obligatoires depuis une vingtaine d'années. Donc les gardes, c'est le soir essentiellement et le week-end. Et la proposition de loi veut à nouveau les rendre obligatoires pour tout le monde. Là, on est donc en 2023. Que fait le gouvernement ? Alors, le ministre de la Santé de l'époque, François Braun, qui est lui-même médecin, est totalement opposé à cette idée. Donc, le gouvernement ne reprend pas du tout à son compte la proposition. Donc, les choses traînent et puis on arrive après à la dissolution. Donc, le texte est abandonné. Véronique Hunsinger, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le jeudi 3 avril à l'Assemblée, les députés votent donc un article pour interdire l'installation des généralistes dans les secteurs qui en ont déjà assez. Comment réagissent les syndicats de médecins ? Eux, ils disent que ça va dégoûter les jeunes de faire médecine, que certains iront travailler à l'étranger si on les oblige à aller à un endroit où ils ne voudront pas aller. Quant aux syndicats de médecins installés, ils soutiennent les internes parce qu'ils ne veulent pas non plus se couper des jeunes générations. Même si un certain nombre de médecins installés ne verraient pas forcément d'un mauvais œil un peu de régulation, parce que ceux qui exercent dans des zones où il y a déjà assez de médecins n'ont pas envie de voir arriver une nouvelle concurrence. Et ceux qui exercent dans les déserts médicaux et qui sont totalement épuisés et accablés de travail, eux aimeraient bien justement que les jeunes viennent travailler avec eux. Il y a ce vote à l'Assemblée, un mouvement d'action qui se prépare pour le 29 avril. Comment réagit le gouvernement ? Alors le gouvernement se désolidarise complètement de l'initiative parlementaire, mais décide quand même de recevoir les syndicats de médecins et les syndicats d'internes et bricole un peu à la va-vite en fait un plan d'action pour allumer un contre-feu. Le vendredi 25 avril, le Premier ministre François Bayrou est en déplacement dans le Cantal avec 4 ministres, dont celui de la Santé, Yannick Neuder, un cardiologue. Le but de cette visite est de parler des déserts médicaux. Est-ce que le Premier ministre fait des annonces ? Oui, il annonce un plan qui est un catalogue de mesures dont certaines existent déjà, certaines mesures sont amplifiées. L'idée phare du plan, c'est de demander à tous les médecins d'exercer jusqu'à 2 jours par semaine dans un désert médical.
Alors là, l'exécutif est un peu flou parce que l'entourage du Premier ministre dit qu'il y aura des pénalités pour ceux qui refusent. Le Premier ministre, lui, dit aux médecins, attendez, c'est un peu la dernière chance, en fait, pour vous éviter la fin de la liberté d'installation, donc saisissez-la. Mais ça, c'est mal vu par les médecins. Finalement, c'est remplacer une contrainte pour les jeunes par une contrainte pour toute la profession, en fait. Et ça existe déjà. Il y a des médecins, notamment des spécialistes, qui font ce qu'on appelle des consultations avancées dans des territoires ruraux, dans des cabinets secondaires. Mais il est hors de question pour eux que ça devienne obligatoire, et surtout pour les généralistes qui sont déjà débordés d'activités dans leur cabinet, qui disent oui, très bien, mais qu'est-ce que je fais de mes patients au cabinet si je dois partir 2 jours ailleurs? Véronique Hunsinger, les syndicats de médecins et d'étudiants en médecine organisent une journée de grève et de manifestation, comme on l'a dit, le mardi 29 avril. Est-ce que la mobilisation est importante? Oui, la mobilisation est un succès, comme à chaque fois qu'il y a un appel à la grève des internes. Le syndicat des internes dit qu'un interne sur 2 était en grève ce jour-là, donc il y a eu des assignations, effectivement, pour que les soins puissent être assurés dans les hôpitaux. Et dans la rue, il y a eu des dizaines de manifestations dans toute la France. C'est une grande manifestation à Paris qui a réuni entre 3 et 5 000 participants, ce qui est beaucoup pour la profession de médecin. Moi, demain, si cette loi passe, clairement, je pars à l'étranger ou j'arrête et je fais autre chose. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Pas de nouvelle réaction du gouvernement suite à cette journée de mobilisation réussie. Le texte proposé par les députés, lui, revient à l'Assemblée ce mardi 6 mai. Véronique Hunsinger, est-ce qu'on sait si au bout du compte, ce texte va être adopté par les parlementaires ? Alors le premier article avait été adopté sans difficulté en avril. Il est très probable que la suite du texte le soit également, d'autant que les députés ont reçu l'appui via une tribune qui est parue dimanche de 1500 élus locaux. Il faut savoir que les députés ont aussi derrière eux les maires, les conseillers départementaux, tous ces élus locaux pour qui la question des déserts médicaux est devenue une priorité absolue. Donc pour vous, le texte a de bonnes chances de passer à l'Assemblée, ensuite il doit aller au Sénat. Est-ce que cette réforme peut passer contre l'avis du gouvernement ? Aujourd'hui, on est dans une situation politique très particulière puisque le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et des majorités de circonstances peuvent voir le jour. Et sur les déserts médicaux, qui sont une thématique très consensuelle à l'Assemblée nationale, la proposition de loi est soutenue par des députés de tous bords, donc à l'exception du RN. Donc oui, le texte a toutes les chances d'être adopté, malgré l'opposition du gouvernement. Donc au bout du compte, on pourrait avoir un gouvernement qui est obligé de mettre en musique une réforme qu'il n'a pas souhaitée. Alors oui, absolument. Encore faut-il que le texte soit adopté au Sénat, mais il faut savoir que les sénateurs, parfois encore plus que les députés, ont toujours été très en faveur de la régulation de l'installation des médecins, parce que tout simplement, c'est l'Assemblée des territoires, c'est l'Assemblée des élus locaux, et notamment la Commission de l'aménagement du territoire, qui est très influente au Sénat, a toujours été en faveur de la régulation des médecins. Véronique Hunsinger, vous qui êtes spécialiste santé, comment est-ce que vous comprenez l'hostilité ou la prudence du gouvernement sur cette proposition de loi ? Visiblement, le gouvernement, comme les précédents, ne veut pas se mettre à dos le corps médical. Des manifestations de médecins, des manifestations d'internes, surtout, ça peut prendre beaucoup d'ampleur, ça peut bloquer les hôpitaux. Et je pense que c'est un front que le gouvernement ne voudrait surtout pas voir s'ouvrir aujourd'hui, en plus des fronts et des mouvements sociaux qui existent déjà. Merci Véronique Hunsinger. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquirotti, Raphaël Pueyo et Oriane Gendreau. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles avec un nouvel épisode chaque samedi. Code Source et Crime Story, c'est plus de 3 millions d'écoutes mensuelles. Merci beaucoup de votre confiance.